Sepharim, votre émission de discussion avec les écrivains, de discussion littéraire, de rencontres avec ceux qui préfèrent user de la plume plutôt que du glaive, comme dit la Bible. Aujourd'hui, nous allons accueillir une personnalité que peut-être sur les ondes de Radio J vous connaissez bien depuis plusieurs années, un écrivain engagé, un géopolitologue aussi très tenace et important. Il s'appelle Alexandre Delval. Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J dans le cadre de cette émission Sepharim où l'on parle des livres. Tout à l'heure, vous allez nous dire d'ailleurs quels livres vous aimez, notamment dans le domaine de la littérature juive, puisque votre curiosité intellectuelle va jusque-là. J'ai envie juste, pour l'anecdote, on est sur Radio J, vous appelez Alexandre Delval, c'est votre nom de plume, oui, que vous empruntez d'ailleurs au nom de votre mère. Oui. Mais apparemment, il y aurait des origines juives. Alors très lointaines, hein, ça ne compte pas d'un point de vue de la pratique religieuse, je suis chrétien, mais le nom Delval, qui est d'origine espagnole, ma mère était une Espagnole qui a aussi immigré en Algérie avant d'être en France, eh bien c'est un nom qui fait partie de la liste officielle des noms maranes, qui donne le droit, pour ceux qui le veulent, oui, de redevenir espagnol, la liste donc à la fois européen. Voilà, c'est les séphardim, parce qu'en fait, les vrais séphardim, excusez-moi pour les orientaux ou ceux qui ont des noms berbéro-arabes, mais les vrais séphardim ont des noms hispanisants, donc style Delvaille ou Mendes, etc. Et donc, il y a toute une liste de noms séphardim espagnols juifs, des juifs d'Espagne, qui ont été expulsés par la suite, à peu près à l'époque de la Reconquista, à l'époque de l'expulsion des musulmans, ils ont été expulsés à peu près à la même époque, donc ça date de 500 ans tout ça, donc ça ne compte pas d'un point de vue de mon marquage religieux, etc. Mais il y a quand même du maran, le nom est maran, j'aurais le droit de redevenir espagnol en tant qu'ancien séfarade, puisque en plus c'est le nom de la mer. Voilà. Aujourd'hui c'est dans le droit espagnol. Oui, il y a une liste pour ceux qui veulent redevenir espagnols, ceux qui nous écoutent, qui sont des séphardim, mais qui ont un nom hispanisant. S'il est dans la liste, ils peuvent devenir espagnols en quelques semaines ou quelques mois. Oui, ce qui était le cas de, je crois, plusieurs milliers d'Israéliens qui sont devenus espagnols et donc européens par ce fait. Oui, c'est une loi de réparation, je trouve c'est assez beau. L'idée, c'est de réparer, parce que contrairement aux musulmans, les Juifs n'étaient pas une puissance coloniale envahisseur. Donc c'était injuste le fait de les avoir expulsés au même titre que l'envahisseur musulman. Donc il y a cette Espagne qui pense qu'elle doit réparer les choses. En plus, ils étaient chez eux, ils étaient des vrais Espagnols. On pouvait être un vrai Espagnol et un vrai Juif, donc ils sont redevenus Espagnols s'ils le veulent. Voilà. On leur donne la nationalité. Alors Alexandre Delval, vous arrivez aujourd'hui dans nos studios de Radio J dans une époque très particulière qui ne touche pas seulement la communauté juive ou les Juifs ou Israël, mais le monde entier avec ces événements inouïs, hors normes, qui ont été les massacres du 7 octobre en Israël et la suite, c'est la guerre avec le Hamas. Quand même, avoir votre ressenti, on dit que cet épisode est déjà entré dans l'histoire de la géopolitique, l'histoire générale. Comment vous avez vécu ces massacres, que certains ont parlé de pogrom, voire même de génocide? Moi, je pense que ces massacres sont dus à une véritable stratégie, qui est une stratégie des djihadistes en général, qui consiste à semer l'effroi dans le cœur des mécréants, pratiquer une provocation qui suscite des représailles disproportionnées. Beaucoup d'anti-israéliens disent représailles disproportionnées, mais c'est vrai de facto, puisque pour répondre à de telles attaques, qui sont voulues par ceux qui ne considèrent pas la vie humaine importante, vous êtes obligés, sauf à faire que du corps à corps, ce qui est compliqué, vous êtes obligé de bombarder, et quand vous bombardez, vous n'avez pas un terroriste de moins qui se cache dans un immeuble, vous avez 10 futurs terroristes de plus. La stratégie du Hamas, elle a été assumée d'ailleurs par le numéro 3 du Hamas. Il a dit « Nous voulons créer un état de guerre permanente, un chaos, et nous voulions réveiller les Arabes qui avaient oublié la cause palestinienne. Cet acte de guerre permanente, donc cet acte de chaos, permet de faire parler de la Palestine et des Palestiniens et de les présenter en victimes, puisque les représailles, que ça soit vrai ou faux, qu'on l'interprète comme on veut, mais en tout cas, les représailles sont considérées comme un massacre de Palestiniens, et du coup, on en parle, et du coup, le Hamas a l'air comme beaucoup plus... Pour nous, c'est pas vertueux, mais pour le camp pro-palestinien, le Hamas a l'air plus combattant, plus vertueux, plus antisioniste, moins collaborateur
que l'autorité palestinienne qui chaque jour collabore avec les autorités israéliennes dans un cadre sécuritaire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon géopolitique une guerre asymétrique. Absolument. Moi j'ai appelé ça la guerre asymétrique du faible au fort. Du faible, c'est-à-dire le Hamas est plus faible qu'Israël, mais du faible au fort, c'est l'allusion à la dissuasion nucléaire, vous savez, de celui qui a quelques bombes par rapport à celui qui en a beaucoup. C'était mon maître, le général Gallois, qui avait créé cette expression du faible au fort. Vous savez, général Gallois, oui, ancien grand résistant, conseiller de De Gaulle pour le nucléaire. Et un des premiers géopolitologues français. À mon avis, c'était le plus grand. C'était l'un des plus grands. Il a beaucoup écrit d'ailleurs jusqu'à l'âge de 98 ans. C'était mon maître, il a préfacé mon premier livre. Donc cette stratégie du faible au fort, moi je l'applique au non-nucléaire, bien sûr. Alors peut-être qu'il ne serait pas content, mais c'est pour m'amuser. Mais effectivement, c'est du faible au fort, puisque je suis le faible. Ma force va être justement de discréditer la force de celui qui est fort, en le poussant à abuser de sa force. Alors ça, on le voit de cette stratégie du faible au fort, on le voit dans le terrorisme, mais on le voit aussi dans les révolutions de velours ou dans le printemps arabe. À chaque fois, c'est la stratégie aussi qui a été conçue par Gene Sharp, un grand théoricien de la guerre asymétrique, cette fois-ci non violente. Je pousse celui qui est fort à en abuser, même si quelque part il a le droit et on le pousse à le faire, donc il est obligé à un moment de riposter, et au moment où il abuse de sa force, on le discrédite. Max Weber dit que l'État a le monopole de la violence légitime, donc quand on discrédite, quand on délégitime celui qui a le monopole de la violence, on discrédite même son État, son institution. Donc c'est assez intelligent, mais chez les terroristes, bien sûr, c'est poussé à l'extrême et c'est horrible puisque le bouclier humain paye le prix. Et d'ailleurs, les dirigeants du Hamas sont tous au Qatar, ils n'en ont rien affiché que la population soit massacrée. Eux, ils ont des belles voitures et des belles villas au Qatar. Ça nous permettra d'ailleurs d'en reparler après. Le bien Qatar, sûr, quand même, grand ami de l'Occident, qui libère nos otages. Je dis nos otages parce que comme les otages israéliens, certains étaient européens aussi, donc je dirais nos parce que c'est les otages en gros occidentaux. Donc c'est un État qui est lié aux pires ennemis de l'Occident, qui se fait bien voir auprès de nous en libérant des otages, mais c'est comme si un mafieux libérait des otages que son frère a pris. Et il est toujours en très bon terme avec son frère qui habite chez lui. Oui, c'est quand même un petit organisation commerciale. On a quand même des drôles d'amis qui sont quand même les parrains depuis 1987. Le Hamas n'est pas réfugié à Gaza et au Qatar depuis 2012 ou 2022. C'est depuis 1987. La création. Oui, l'émir toute la famille de l'émir actuel, donc son père, était déjà un grand ami de Cheikh Yassine qu'il protégeait en 1987. Donc, quand le Hamas a été créé, il avait déjà le blanc-seing, la légitimation de la part du Qatar. Donc c'est un drôle d'ami que nous avons en face de nous. Il y a des bases américaines. Absolument. Alors on reste un instant sur ce Hamas. Vous avez beaucoup écrit de livres sur la question islamiste, le totalitarisme islamiste, notamment le titre, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Dans le livre qui vous amène aussi aujourd'hui, c'est une somme, ça s'appelle « Vers un choc global, la mondialisation dangereuse », que vous avez écrit avec l'illustre Jacques Sopelsa, ancien président de la Sorbonne, un des premiers aussi géopolitologues en France. Vous faites un sort aussi au Hamas. Vous avez vu qu'en Israël, Alexandre Delval, le Premier ministre, les bureaux du Premier ministre, quand il parle du Hamas, il rajoute ISIS, c'est-à-dire Daesh. Oui, Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison ? Non, ils n'ont pas raison sur le fond, mais ils ont raison sur la forme. En communication stratégique, c'est ce que j'appelle la DCR, en communication stratégique diabolisée, culpabilisée, retournée. C'est habile, en gros, de daeshiser le Hamas, qui a quand même, auprès de certains progressistes, le Hamas est presque considéré comme un mouvement politique qui a une aile pas très gentil, terroriste, mais il y a aussi une aile respectable politique. L'idée, c'est de daeshiser, de montrer que non, il n'y a rien de légitime. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est du Daesh. Sauf que, dans les faits, Daesh n'est pas du tout d'accord avec Hamas. Ils sont très concurrents. D'ailleurs, Daesh n'est pas du tout d'accord avec Al-Qaïda non plus. Dans les faits, si vous voulez, c'est pas juste parce que ce sont les organisations djihadistes. Le Hamas, Daesh et Al-Qaïda, ce sont les trois grands groupes djihadistes qui sont concurrents entre eux et qui se disputent le leadership. Et ils n'ont pas le même objectif ? Ils n'ont pas le même objectif. Ils se disputent le leadership du djihadisme qui va le plus conquérir les cœurs de ceux qui détestent les grands et les petits satans. Alexandre Delval, le Hamas, c'est un mouvement de lutte territoriale, forme d'indépendance, ou c'est un groupe islamiste qui a envie d'islamiser le monde ? Voilà, justement. Pour dire les choses simplement. Daesh vient du salafisme. Al-Qaïda vient d'une branche radicale des frères musulmans
comme le Hamas. Le Hamas, c'est une branche radicale des frères musulmans, c'est la branche djihadiste des frères musulmans au Proche-Orient. Hein, c'est l'incarnation la plus radicale des frères musulmans qui ressemble à ce que voulait Saïd Qutb, qui était un grand idéologue des frères musulmans. Après le créateur Hassan al-Banna, si vous voulez, le plus grand idéologue des frères s'appelait Saïd Qutb. Et Saïd Qutb a créé le djihadisme. Et ce djihadisme-là est devenu le djihadisme du Hamas. Donc le Hamas, c'est les frères musulmans. Tandis que Daesh, c'est un autre courant. C'est un courant salafiste qui n'est pas forcément passé par les frères musulmans. C'est un courant salafiste qui ressemble un peu au wahhabisme radical des premiers conquérants, vous savez, avant la création de l'Arabie Saoudite. C'est pas la même généalogie. Tandis que Al-Qaïda, Hamas, c'est la même généalogie. C'est des islamistes palestiniens, parce que le Al-Qaïda a été créé par un Palestinien aussi, Abdullah Azzam. Ils ont un peu une généalogie proche. Mais le Hamas fait croire qu'il est nationaliste. Absolument. Il fait croire. Alors qu'il est en fait califaliste. Dans la charte du Hamas, on montre bien que la Palestine n'est qu'un morceau du califat. En fait, c'est la même idéologie pratiquement. Ce serait presque plus juste de les assimiler à Al-Qaïda, qui a une généalogie assez proche. Oui, c'est le Hamas, on en parle. Est-ce qu'il y a une, justement, généalogie historique pour nos auditeurs? C'est quelque chose qui résonne, le Moufti de Jérusalem, pro-hitlérien. Oui. Est-ce qu'il est aussi, en quelque sorte, le précurseur de ce genre de mouvements qui sont nihilistes, qui veulent anéantir notamment le peuple juif? Est-ce qu'on peut faire cette filiation-là? On peut faire la filiation surtout du fait que le Hamas se réfère beaucoup aux années 20 et 30, lorsque des mouvements autour du grand mufti de Jérusalem, Al-Husseini, mais pas que lui, avaient perpétré des pogroms, comme vous le savez, les pogroms de l'Abou Moussa, etc., des pogroms dans les années 29-30, donc avant même la création d'Israël, bien avant, presque 20 ans avant, il y avait eu des pogroms presque nazifiants qui avaient été perpétrés par des islamistes membres des frères musulmans, ou bras droit du chef des frères musulmans, comme le grand mufti de Jérusalem, mais pas que. Et le Hamas se réfère très souvent à cette généalogie. Voilà, déjà dans les années 20 et 30, nous avions lutté contre ceux qui commençaient à nous envahir. On peut dire qu'il n'y a pas une généalogie directe, parce que Cheikh Yassine, c'est pas directement le disciple du grand mufti de Jérusalem, mais le grand mufti de Jérusalem a vraiment une aura énorme et il est très légitime pour le Hamas, qui parle de temps en temps de lui, qui se réfère à lui. De toute façon, c'est le courant djihadiste des frères musulmans, et le grand mufti de Jérusalem a été nommé par le chef des frères musulmans comme responsable pour les frères de la partie Palestine. Donc c'est la même école. Voilà, c'est très clair. Votre livre s'appelle « Vers un choc global ». C'est un manuel, il faut le dire. C'est un manuel de destination peut-être aussi des étudiants, mais pas seulement. Des auditeurs. Ça s'appelle « Vers un choc global », point d'interrogation. On y est. Beaucoup de gens pensent que cette situation en Israël, la guerre avec Gaza, est grosse de dangers, de possibilités d'un conflit mondial. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Et là, je rejoins mon ami et collègue Frédéric Ancel. Parfois, il faut raison garder et un petit peu revenir un peu à plus de sagesse et de modération. In medio stat virtus, disaient les latins. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a des représailles massives. Mais quel est l'État arabe qui aujourd'hui a déclaré la guerre à Israël? Aucun. L'Iran a-t-elle déclaré la guerre à Israël? Elle s'en garde bien. Elle sous-traite le travail par des proxys qui envoient quelques missiles du Yémen. Bien, pourquoi? Par la peur? Tout simplement parce que dans une guerre interétatique, aucun État musulman ne peut vaincre Israël. Et le Pakistan, qui est le seul qui a la bombe atomique, n'oserait pas utiliser la bombe. Et il est trop loin, il n'est pas arabe, il n'a pas la même imprégnation. Parmi les États les plus impliqués et les plus proches des Palestiniens, il y a un grand paradoxe. Plus un État arabe est proche des Palestiniens, en général, plus il l'a massacré. Donc, qui a massacré les Palestiniens? Des Libanais, mais pas que les chrétiens. On parle toujours de Sabra et Shatila. Les chiites du Hezbollah. Moi, quand j'allais au Liban, je me rappelle, on nous disait il y a eu une énième fusillade entre Hezbollah et Palestiniens dans les camps. Les Libanais ont beaucoup eu de problèmes avec les Palestiniens, et pas que les chrétiens. Plusieurs camps libanais, y compris pro-syriens, y compris pro-iraniens. Les Palestiniens ont toujours eu des rixes et des bagarres extrêmement sérieuses avec plusieurs groupes libanais miliciens ou l'État libanais. On a la Jordanie qui a fait Septembre Noir, un massacre terrible. On a la Saïka syrienne, qui était une organisation soi-disant pro-palestinienne des services secrets syriens qui en fait allait tuer des Palestiniens au Liban ou en Syrie. Et on a l'Égypte qui participe au blocus avec Israël. Donc on est quand même loin d'une solidarité arabe. Et sans parler des accords d'Abraham et de l'Arabie Saoudite qui rêvent de normaliser les relations avec Israël. Alors ça, c'est une vision réaliste mais optimiste. C'est une vision, là j'avoue, souvent on m'accuse d'être un peu pessimiste, mais il n'y a pas de raison d'être pessimiste quand il n'y a pas d'indice. Pour l'instant, la cause arabe la cause palestinienne est une cause mobilisatrice.
mais elle n'est pratiquement que cela. En dehors du palestinien, c'est une cause mobilisatrice, un peu comme la gauche chez nous. Vous avez une manifestation pro-LGBT, maintenant il y a des drapeaux palestiniens. Vous avez une manifestation pour le climat, il y a le drapeau palestinien. Greta Thunberg, elle avait le drapeau palestinien. Mais elle s'en contrefiche, elle ne sait même pas ce que c'est que la Palestine. Donc c'est comme cette exposition à l'Institut du monde arabe, ce que la Palestine a apporté au monde. Vous dites c'est ça? C'est ce militantisme-là? Alors c'est assez rigolo parce que la Palestine n'existait pas comme la Jordanie et comme plusieurs États qui ont été créés, les Émirats, etc. Il y a plusieurs États qui n'existaient pas encore en 1920. Puisque normalement la famille de Jordanie, c'est la famille qui régnait en Arabie Saoudite, les Hachémites, qui ont été détrônés par les Ikhwan, les très très durs combattants wahhabites qui ont ensuite créé l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien que tout cela, c'est une vision a posteriori complètement reconstruite. Et donc c'est un peu délirant même. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui l'Égypte participe au blocus contre Gaza. L'Égypte ne veut absolument pas de Gazaouites parce qu'elle pense c'est tous des gens du Hamas. Or l'Égypte combat à mort. Au sens propre du terme, malheureusement, parce qu'il y a eu des morts. El-Sisi a fait tuer à peu près 5000 frères musulmans. Donc c'est en guerre totale. Donc au-delà des belles paroles du grand mufti, enfin belles paroles, les paroles du grand mufti d'Égypte, d'El-Azhar, le grand imam d'El-Azhar, il faut soutenir la cause palestinienne. Le même grand mufti d'El-Azhar, quand je l'ai rencontré il y a un an au Caire, il m'a dit, nous, les frères musulmans, c'est très simple, soit ils sont bannis à vie, soit on leur coupe un membre, je suis resté un peu sidéré, j'étais avec des élus français, soit on les tue. Donc c'est pas tout à fait la complaisance. Donc en fait, tout ça, ce sont que des paroles. Dans les choses concrètes, il y a une guerre totale de la plupart des pays musulmans contre le Hamas, et je conclurai même la Syrie. La Syrie, elle a expulsé le Hamas pendant la guerre civile syrienne, puisque le Hamas était du côté des insurgés anti-Bachar. Et ils ont massacré aussi en 82. Ils ont massacré aussi en 82 les frères musulmans. Les bords de donc, vous voyez, même le pays qui est le plus dans l'axe de la résistance, comme ils disent, les Libanais du Hezbollah, les Irakiens chiites, l'Iran, etc. Même la Syrie n'est pas du tout avec les frères musulmans. Et elle a expulsé Ismaïl Haniyeh déjà pendant la guerre syrienne. Vous écoutez en ce moment Sépharim avec notre invité, prolixe et toujours passionnant, Alexandre Delval. On disait au début de cette émission que vous auriez des origines juives, Maran, comme on dit. Alors juste pour l'anecdote, vous savez ce que veut dire le mot Hamas en hébreu? Ah, en hébreu, je ne sais pas. Tout simplement violence. Ah, intéressant. C'est intéressant, oui. Alors que, oui, c'est très intéressant parce que ce mouvement, au départ, est né humanitaire. Et ça, c'est la force des frères musulmans. Mouvement social. Il est né comme un mouvement social caritatif, puis djihadiste, puis politique. C'est ce qu'on appelle, dans mon livre, on appelle ça une organisation géopolitique hybride. Donc, ils font de la guerre asymétrique et ils sont des entités hybrides, à la fois dans la délinquance, ils sont dans des trafics variés, compris bitcoins, monnaie virtuelle, etc. Ils ont de l'argent propre, ils n'ont pas que des financements iraniens ou qataris, ils ont aussi l'argent des fidèles du monde entier, l'argent de beaucoup de trafics en Amérique latine. Un reportage de E24 de Jean-Paul Ney a montré l'argent du Hezbollah et du Hamas avec les groupes des narcos, etc. Donc c'est un groupe qui a une dimension à la fois délinquante, politique, djihadiste et caritative. C'est extraordinaire. Enfin, extraordinaire. C'est effrayant parce que ça donne une grande efficacité quand en plus vous avez le social. Oui, ça marche. Sépharim, c'est aussi une rencontre avec des écrivains, des auteurs comme vous, Alexandre Delval. Vous nous avez choisi comme pause musicale quelque chose qu'on va entendre, que Philippe va nous passer dans quelques instants, et vous nous direz pourquoi vous avez fait ce choix. C'est magnifique. Dance me to the end of love.
C'est Farim sur Radio J, votre émission des rencontres littéraires, des rencontres avec des auteurs, avec des écrivains engagés, comme on aime bien à le dire sur ces ondes. Alexandre Delval est notre invité. Il a écrit aux côtés de Jacques Sopelsa, un grand universitaire, ce livre « Vers un choc global, point d'interrogation, la mondialisation dangereuse ». On parle évidemment de tous ces sujets. Dans la première partie de cette émission, on évoquait de façon importante ce qui se passe en ce moment en Israël avec le Hamas. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Alexandre ? Eh bien, parce que tout simplement, j'aime beaucoup, non seulement, pas vraiment uniquement le karaoké, mais j'aime beaucoup chanter avec mon instrument de musique qui est la guitare. Et cette chanson est particulièrement agréable à chanter avec des amis. Mais surtout, il y a la vidéo de ce Leonard Cohen comeback, qui avait un peu disparu pendant quelques années. Il a été ruiné. Il est revenu sur scène. Il avait quelque chose de transcendant, de presque... Vous voyez la vidéo de ses derniers concerts, on a l'impression de voir un grand sage qui a acquis, après ces énormes épreuves qu'il a eues, une sagesse incroyable. Il était très spirituel, pas uniquement dans le judaïsme, il était aussi attiré par les spiritualités orientales. Et il est fascinant dans ces derniers concerts, pendant 2-3 ans avant de mourir. Il a fait que ça, et la voix était encore plus fascinante, encore plus rauque. Les instruments étaient plus nostalgiques, avec un petit peu une influence tzigane, Europe de l'Est. Et quand vous écoutez l'original des années 60-70, eh bien c'est 10 fois plus joli. Il a mûri comme du bon vin, mais gagné avec une sagesse, et on sent quelque chose qui vous fait décoller de la terre dans le dernier Cohen. Et voilà. Et donc, j'invite nos auditeurs à voir les vidéos de ces derniers spectacles. En live, c'est encore mieux que dans les studios d'enregistrement. Léonard Cohen, qui était attiré par toutes les spiritualités, beaucoup. Oui. Et puis on rappellera, c'est une anecdote historique. Léonard Cohen avait chanté pour les soldats sur le front de la guerre de Kippour, les soldats israéliens, en 1973. Ah oui. Il était resté fidèle, lui, le Canadien aussi, à l'État d'Israël et du sionisme. On parle beaucoup, bien sûr, quand on est en compagnie d'Alexandre Delval, de l'actualité internationale. Disons juste un mot de ce qui se passe en France, les retombées aussi de cette guerre qui révèlent un certain nombre de visages, ou peut-être les montrent au plus grand public. On a vu ce qui était encore plus terrible, non seulement les crimes, les meurtres de masse, mais qu'en France, certaines formations politiques, et non des moindres, ont eu plus que du mal à les condamner. Elles les comprenaient même, je fais allusion à LFI, mais vous êtes de ceux qui ont écrit beaucoup depuis longtemps sur l'extrême gauche, sur ce que vous appelez l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme et surtout les rouges-bruns-verts, notion que j'avais lancée dans les années 2000, quand nous nous sommes connus, dans les années 2000, rappelez-vous l'intifada El-Aqsa, c'est la première fois que... Rouge-brun-vert, ça avait été repris d'ailleurs par le président du CRIF. Par M. Kerman. Rouge-brun-vert, c'est parce qu'il y a à la fois les rouges, donc les rouges radicaux, pas tous les rouges, il y a des rouges tout à fait corrects. Le président du PCF n'est pas du tout dans cette ligne, il faut être juste. Il y a une extrême gauche trotskisante ou Carlos ou Che Guevariste qui est à fond pour le Hamas. Il y a les verts à la fois de l'islamisme mais aussi de l'écolo. C'est ça qui avait beaucoup déplu aux écolos à l'époque, qui avaient protesté contre Kerman, qui avait repris cette expression que j'avais lancée dans des médias, mais qui elle-même avait été créée, il faut être juste, par Jacques Tarnero, qui avait lancé cette expression, aussi reprise par d'autres, mais c'est Jacques Tarnero qui est à l'origine, moi je l'ai un peu popularisé. Et bien sûr, les bruns, c'est le fascisme, le nazisme, pas au sens forcément historique, blond aux yeux bleus, mais le fascisme, le nazisme au sens, cette idéologie qui valorise la violence suprême, le culte du chef, le contrôle total de la société. Ça symbolise en fait le totalitarisme. Donc en Italie, on dit souvent nazifascisme, donc cette expression nazifasciste. Et donc, quand nous nous sommes connus en 2000, il y avait l'intifada El-Aqsa. Déjà, il y avait une volonté de la part non seulement du Hamas, mais aussi du Fatah, de l'OLP et notamment de M. Barghouti, de religiosiser le nationalisme palestinien. Le conflit israélo-arabe aurait, selon eux, plus de rayonnement si on le religiosisait, d'où le mythe du troisième lieu saint de l'islam. En fait, il y a des lieux de pèlerinage un peu partout, mais il n'y a que 2 lieux saints de l'islam, au sens ceux qui sont liés à la pratique de la religion. D'ailleurs, Haramain, quand on parle de Médine et de la Mecque, Haramain en arabe, c'est père. C'est 2. Ça sous-entend une paire, pas 3. Pas Jérusalem. Pas Jérusalem. Jérusalem est un... Voilà, El-Quds, Jérusalem, c'est un lieu important de l'arabe Quddus, sacré.
C'est important, ou la mosquée d'El-Aqsa, la lointaine, c'est important, mais ce n'est pas les 2 lieux saints de l'islam dans lesquels on fait un pèlerinage. C'est pas vrai que c'est le 3e qui serait à égalité avec la Mecque et Médine. C'est pas vrai. Le pèlerinage, c'est 2, c'est pair. Haramain, ça veut dire 2. Enfin, deux lieux haram. Et donc, ça, c'est important de voir que en 2000, l'intifada El-Aqsa a réussi cette percée donc de religiosiser l'affaire. Et déjà en 2000, quand nous nous sommes connus pour la première fois que vous m'aviez invité à Radio J, nous avions parlé de ça. Oui, ça n'a pas changé. On a pris des cheveux blancs entre-temps, oui, mais ça n'a pas bougé. La situation n'a pas bougé. Nos hommes politiques n'ont pris aucune leçon, n'ont tiré aucune leçon de tout cela. On continue à importer un conflit israélo-palestinien qui est une bombe à retardement, puisque l'extrême gauche, comme les mouvements islamistes à qui on a confié nos musulmans, que moi je respecte, ce sont nos compatriotes, on pourrait les intégrer très bien, mais on a tout fait pour ne pas les intégrer. On les a confiés à des gens, soit l'extrême gauche antiraciste, soit les islamistes, qui leur disent depuis 40 ans, du matin au soir, vous êtes traités comme les Palestiniens sous l'apartheid israélien. Il y a rien de mieux pour créer une future guerre civile. C'est gravissime que nos dirigeants aient confié nos musulmans à ceux qui leur disent qu'il y a de l'islamophobie partout, que nous sommes tous des tueurs ou des islamophobes ou des ennemis des musulmans, qu'il y a un racisme structurel islamophobe dans l'État laïque français qui serait comme l'Afrique du Sud ou Israël qui pratiquerait l'apartheid. Tout cela est une bombe à retardement. Ouais, une bombe à retardement. Vous en parlez de ce sujet dans ce livre qui est un véritable manuel à la fois pour les étudiants et les autres vers un choc global. Vous parlez évidemment de la guerre russo-ukrainienne, la montée de la Chine, les tensions à Taïwan, l'islamisme radical, on en parlait à l'instant, tout ce qui est l'énergie, défi éco-énergique et le déclassement, ça c'est plus idéologique, déclassement de l'Occident, bien sûr. On va terminer cette émission comme on le fait, Alexandre Delval, pour savoir si justement vous avez un texte, un écrivain, quelqu'un qui vous a marqué parmi la littérature juive ou des écrivains juifs. Alors, je ne serai pas hypocrite ou menteur, je ne vais pas prétendre l'avoir lu. Mais le livre des égarés de Maïmonide m'intéresse beaucoup parce que je prépare un livre depuis 10 ans, mais que je n'ai pas encore publié. C'est une recherche permanente sur le mythe d'El Andalus. On présente toujours Maïmonide comme l'équivalent juif d'Averroès, la convivialité de l'Espagne musulmane où les juifs étaient traités comme des rois, comme des frères. Les musulmans étaient fantastiques avec eux, etc. Eh bien, Maïmonide n'est pas du tout d'accord. Dans le livre des égarés, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé un passage assez impressionnant où il dit « La nation d'Ismaël est celle qui a le plus persécuté et humilié la nation d'Israël ». Et il parle de la situation des Juifs en Andalousie comme quelque chose d'absolument horrible. D'ailleurs, lui-même a fui l'Andalousie soi-disant tolérante, qui l'a forcé à se convertir à l'islam, selon la légende. Alors, certains disent que non, ça n'empêche qu'il a dû fuir au Maroc, puis ensuite en Égypte, où il a eu beaucoup plus de tolérance en Égypte. Mais c'est un Andalou, soi-disant ce pays ultra-tolérant, qu'il a poursuivi en Égypte et qu'il a dénoncé d'être revenu au judaïsme après avoir été musulman, d'être un apostat, etc. Donc, c'est intéressant de relire Maïmonide, que l'on présente tout le temps comme la preuve de la convivialité judéo-musulmane en Espagne. Eh bien, c'est faux. Le guide des égarés de Maïmonide, qui est traduit d'ailleurs en français depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Alexandre Delval, d'avoir été avec nous sur Radio G dans l'émission Farim. Je répète une nouvelle fois le titre de votre ouvrage avec Jacques Sopelsa, Vers un choc global, point d'interrogation, la mondialisation dangereuse. C'est aux éditions L'Artilleur. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.